Bonjour Hafed Boutaleb, vous êtes expert en relations internationales. Bienvenue dans la matinale de BFM, de Média TV. Donald Trump a décidé de mettre en place le Conseil de paix pour Gaza, notamment, mais pas seulement. En tout cas, un conseil qu'il va présider. Washington a fait le tour des capitales mondiales pour composer ce conseil et Sa Majesté le roi Mohammed VI, a accepté d'en être l'un des membres fondateurs à l'initiative donc du président américain. Alors on sait que l'administration Trump a également proposé à plusieurs dirigeants de rejoindre ce conseil, alors pas forcément comme membre fondateur, mais en tout cas de rejoindre ce conseil, notamment le président russe, Vladimir Poutine, le président argentin, Javier Milei, le premier ministre hongrois, Viktor Orban, le président égyptien, Abdel Fattah el-Sisi, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, le président chypriote, les premiers ministres indiens, pakistanais et albanais, le président brésilien, Lula da Silva, le roi Abdallah II de Jordanie, le président roumain, le président paraguayen ou encore la première ministre italienne, Giorgia Meloni. On a l'impression que Donald Trump est en train de faire le tour du monde pour ce conseil de paix qui devrait donc entrer bientôt en application, si j'ose dire ainsi, et avec Sa Majesté le roi Mohammed VI qui a répondu favorablement pour en être l'un des membres fondateurs. Ça prend donc une autre dimension. Alors, ce conseil, tout d'abord, est dans le prolongement de la résolution 2803 adoptée en novembre pour mettre fin par le Conseil de sécurité des Nations Unies pour mettre fin à la guerre à Gaza. Donc, rappelons clairement qu'il y a un cadre onusien autour de ce Conseil de paix. En revanche, au sein de cette charte constitutive, Gaza n'est pas explicitement mentionné, ce qui laisse sous-entendre que, étant au départ une excroissance de cette initiative internationale menée par les États-Unis pour résoudre le conflit à Gaza, il est aujourd'hui entendu que ce Conseil de paix soit véritablement un moteur de résolution de conflits à l'international. C'est là l'intention initiale des États-Unis cela passe donc d'une certaine manière par revoir la façon, et c'est comme ça que commence cette charte constitutive de ce Conseil de la paix. Elle commence par deux principales affirmations. D'abord, constater les impasses dues aux institutions classiques internationales et au droit international classique, la perception classique que nous en avons, un échec sur plusieurs fronts, notamment sur Gaza, où on a clairement constaté l'incapacité de la communauté internationale à cesser ce conflit, jusqu'à, il faut l'avouer, l'arrivée du président de Donald Trump il y a un an, où il y a eu une première phase de cessez-le-feu, puis une deuxième réussie. Et puis la deuxième affirmation que l'on trouve dès le début de cette charte, c'est que toute résolution de conflit doit se faire d'abord par les populations locales pour qu'elles puissent décider de leur sort et s'émanciper. Donc il n'y a pas là une tentative de contourner les droits des peuples, loin de là. Cet conseil de paix démarre ou d'une certaine manière se base sur un constat simple, celui d'une prolifération excessive de conflits dans le monde, et on l'a clairement constaté depuis quelques années, et l'incapacité des institutions classiques et du droit international à résoudre ce conflit. Donc c'est une approche, et c'est ce qui est mentionné aussi dans la charte constitutive du Conseil de paix, c'est une approche d'abord pragmatique, adoptée par le président des États-Unis, par les États membres fondateurs, notamment Sa Majesté Mohammed VI, qui est mon membre fondateur et qui se partage donc cette perspective du fait aussi de son statut de commandeur des croyants, de chef de l'État du Maroc, roi du Maroc, et aussi du président du comité Al-Quds. Oui, alors justement, le président Donald Trump n'a pas choisi n'importe quel dirigeant à travers le monde pour être membre de ce Conseil de paix. Les membres d'un côté et les membres fondateurs en plus. Là encore, ce sont des dirigeants qui ont été triés sur le volet. Évidemment, c'est des dirigeants qui ont été triés sur le volet puisqu'il s'agit de revoir les mécanismes de la paix dans le monde et les renforcer. Et donc, vous le savez très bien, tous les dirigeants ne sont pas au diapason et n'ont pas la même perspective de résolution de conflits.
Dans cette invitation envoyée à Sa Majesté, on a senti véritablement le besoin de ce Conseil de paix et du président des États-Unis, de Donald Trump, de s'armer de dirigeants enracinés, ayant une véritable perspective de la paix, ayant prouvé leur militantisme pour la paix. Sa Majesté a été un des plus grands défenseurs de la paix dans la région du Sahel, et aussi, mais surtout en Afrique, sur le continent africain, qui est un des continents les plus affectés par les conflits. Et aussi, il y a, comme je vous l'ai dit, il y a cette profondeur que lui octroie son statut de commandeur des croyants et du président du comité Al-Quds. Et rappelons justement que dans sa réponse au ministère des Affaires étrangères, acte d'une certaine manière cette volonté louable du président des États-Unis d'aller vers une résolution de conflits plus efficace à l'international, et seulement rappelle aussi évidemment que ce Conseil de paix est d'abord lié, dans un premier temps, effectivement, à la résolution ou en tout cas à la reconstruction de Gaza, à une paix durable au Moyen-Orient. Et nous rappelons là-dessus, en tant que Royaume du Maroc, à travers ce communiqué du ministère des Affaires étrangères du Royaume, que le Royaume du Maroc se tient toujours en faveur de la solution à deux États, avec comme capitale Jérusalem-Est. Et donc c'est par ces constantes-là et par la solidité des positions du Maroc que le Conseil de paix gagne à avoir Sa Majesté Mohamed VI en tant que membre fondateur de ce Conseil de la paix. Cela renforce la crédibilité, le rayonnement de ce Conseil, de cette Oui. nouvelle organisation internationale, disons-le, puisqu'il s'agit clairement aussi dans sa charte, dans le préambule de la charte, il est clairement mentionné qu'il s'agit là, et même dans le chapitre 1, il s'agit là d'une nouvelle organisation internationale à l'initiative des États-Unis d'Amérique. Oui. Alors, parmi les dirigeants à travers le monde qui ont été mentionnés jusqu'ici, on s'aperçoit de la diversité de ces dirigeants. Ça va du président russe Vladimir Poutine, en passant par le président argentin, le président brésilien Lula da Silva, ou encore le roi Abdallah II de Jordanie, le président roumain, le président paraguayen, la première ministre Giorgia Meloni en Italie. C'est vraiment très, très divers, très, très large. Oui, alors c'est ce que je vous dis, c'est une nouvelle approche de résolution de conflits. Encore une fois, ce conseil a reçu l'onction onusienne. Donc il s'agit bien là d'un conseil qui se base sur une résolution du Conseil de sécurité, ayant pour objectif de reconstruire et mettre en place les bases d'une paix durable, non pas seulement à Gaza, mais aussi au Moyen-Orient, mais surtout, bien sûr, suivant cette résolution, à Gaza. Mais au cours de la réalisation, de la mise en place de cette nouvelle architecture de la paix dans le monde, et il s'est avéré que pour pouvoir véritablement assurer une paix durable au niveau de cette enclave de Gaza, et pour pouvoir véritablement répondre aux problèmes, ces problèmes-là qui toujours ramènent des conflits dans la région du Moyen-Orient et plus loin, il faut avoir une approche plus globale. Ce n'est pas uniquement par une approche localisée que nous trouverons des réponses durables et des solutions plutôt durables aux questions posées. Et donc, par conséquent, associer le maximum de pays sur plusieurs continents. Mais vous faites bien, c'est vrai, Rachid, de mentionner la variété des profils des présidents. On a par exemple le président du Brésil, Lula da Silva, et cela clairement quelques semaines après cet acte à Caracas, hein, ce coup de force de Donald Trump sur l'ex-président vénézuélien Maduro. Mais donc cette main tendue vers le Brésil montre bien qu'il y a une volonté, il n'y a pas là de bras de fer, parce que beaucoup d'observateurs parlaient d'un bras de fer au niveau de l'Amérique latine, du fait de cette nouvelle doctrine Monroe entre le Brésil et les États-Unis. Là, il y a, au contraire, on voit de la part du président des États-Unis, il faut le constater clairement, une volonté d'associer de tous les horizons, des dirigeants de tous les horizons, y compris des dirigeants avec lesquels il est en bras de fer sur certaines régions, comme ce qui se passe en ce moment entre les États-Unis et le Brésil. Donc il y a une volonté d'aller au-delà des dissensions et des conflits
pour rassembler sur une vision de paix et empêcher en tout cas que des conflits puissent durer sur des décennies aux dépens des populations, aux dépens des équilibres régionaux, sans qu'il y ait de la part des instances internationales aujourd'hui que l'on connaît une réponse véritable au conflit. Donc là, c'est une nouvelle tentative de la part des présidents des États-Unis. Disons que clairement que cette charte part de 3 ans. 3 ans, ce n'est pas un chiffre par hasard. Il s'agit là du reste des années du mandat de Donald Trump. Donc là, il y a une initiative courageuse du président des États-Unis qu'il faut saluer, encourager. J'encourage aussi, plutôt je salue aussi cette réponse favorable de Sa Majesté. Il y a là vraiment des dirigeants du monde qui se mettent courageusement de concert pour trouver de nouvelles manières de résoudre les conflits, loin du dogmatisme, malheureusement, qui a figé l'interprétation du droit international en faveur des puissances, notamment de l'Europe de l'Ouest, trop souvent, et déséquilibrant en défaveur du Sud global les résolutions du conflit. Voyons souvent que dans le Sud global, on remet en cause la neutralité du droit international. Donc là, nous avons une puissance occidentale qui entend cette réclamation et qui essaye, à travers la personne de Donald Trump, d'y trouver une réponse durable. Donc ces 3 années-là, c'est une première tentative depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale de réinventer les méthodes de résolution de conflits dans le monde. Et c'est surtout learning by doing. On a l'impression que c'est surtout par l'exercice et par le renforcement du dialogue interprésidentiel, interroyal de ces chefs d'État associés à ce Conseil de paix que nous pourrons réinventer collégialement, cette fois, non pas malheureusement comme, rappelons-le quand même, en 1945, l'essentiel des nations du monde n'était pas encore membre de la communauté internationale. Aujourd'hui, c'est véritablement des chefs d'État appartenant à un diapason très large d'États dans le monde et de continents qui s'associent pour revoir un peu cette perspective et logique internationale de résolution de conflits. Alors, quand on regarde la palette de chefs d'État et de gouvernement qui, pour l'instant, ont communiqué sur la proposition américaine, sauf erreur de notre part, on s'aperçoit que sur le continent africain, eh bien, il y a un seul pays, donc le Maroc, avec Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui a été sollicité par le président Trump. Ça vous étonne? C'est pas étonnant? Alors, il y a un deuxième pays, disons-le quand même, c'est l'Égypte. Mais effectivement, le Maroc l'Égypte est souvent comptée sur le Moyen-Orient du fait de son voisinage direct avec Israël. Et donc, souvent, l'Égypte fait office un peu d'État entre Moyen-Orient et l'Afrique. Mais c'est vrai que le Maroc, avec sa profondeur africaine, aujourd'hui prouve qu'il a été tout au long des décennies le pays du dialogue entre les religions, le pays du dialogue entre les États africains pour trouver des solutions et un terrain commun entre ces États-là, le pays de la main tendue vis-à-vis de notre voisin algérien pour pouvoir construire de concert un avenir commun dans la région. Et d'ailleurs, j'en reviens à cette charte de ce Conseil de paix, même les organisations régionales peuvent participer à ce Conseil de paix. Donc on imagine même des organisations régionales peut-être africaines après pour représenter des groupes d'États plutôt qu'un seul État. Mais aujourd'hui, le Maroc est honoré d'être en tant qu'un seul État, non pas invité à être un membre ordinaire, mais surtout être invité à être un membre donc fondateur par la personne de Sa Majesté. C'est un honneur et c'est une reconnaissance de ce trajet qu'a été celui du Maroc depuis son indépendance, à vouloir tourner la page du passé douloureux, à tendre la main vers les anciennes puissances coloniales pour construire de concert. La marche verte que nous avons célébrée il y a 50 ans était une initiative de paix où les armes ont été prohibées, nous le savons. C'est cette marche qui a inspiré plusieurs autres initiatives de paix dans le continent. Donc, oui, clairement, le Maroc mérite sa place de membre fondateur et ce n'est pas juste une place, c'est aussi une posture, c'est aussi des solutions qui seront présentées de la part du royaume, de sa vision née de son histoire millénaire pour pouvoir trouver des consensus, des solutions durables dans des conflits qui semblent irrésolvables.
Est-ce que ce Conseil de paix, s'il avait été déjà pleinement opérationnel, puisqu'il est en cours de fondation, hein, précisons-le, mais s'il avait été pleinement opérationnel, est-ce qu'il aurait pu, par exemple, agir pour s'interposer, si j'ose dire, ou trouver peut-être des solutions de paix entre le gouvernement syrien et les forces kurdes qui, on le sait, ont signé un accord, mais qui semble assez fragile, puisque l'accord a été annoncé dimanche, et hier encore, les forces kurdes disaient, mais il y a toujours des combats. Est-ce que ce Conseil de paix aurait pu intervenir dans ce cadre-là, notamment? Oui, tout à fait. C'est un exemple assez éloquent, effectivement, puisque ce conseil de paix s'appuie d'abord sur l'idée du pragmatisme. Le mot pragmatisme apparaît plusieurs reprises d'ailleurs dans cette charte, notamment dans le préambule. C'est d'abord une initiative pragmatique qui se justifie par la fin qu'elle poursuit, c'est-à-dire rétablir ou trouver des mécanismes efficaces pour apporter des solutions concrètes et immédiates à des conflits. Et par exemple, cette éruption de violence soudaine entre les Kurdes et le gouvernement nouveau, gouvernement central de Damas, qui a d'ailleurs laissé planer le doute sur cette transition syrienne, eh bien, ce Conseil de paix aurait pu se saisir de ce dossier dans ces formules qui sont prévues dans la charte, soit par un vote, parce qu'il y aura des sessions de vote où chaque État sera représenté par une voix et ce sera l'unanimité, soit dans des conseils dans lesquels ce Conseil de paix pourrait proposer des solutions concrètes à des pays membres des Nations Unies, ou pas d'ailleurs, hein, puisque ce Conseil de paix, dont l'objectif est surtout de traiter de questions de conflits et de manière à avoir l'approche la plus pragmatique possible, associant toutes les parties prenantes pouvant répondre aux besoins des populations surtout et d'abord. Et donc, effectivement, on imaginerait que ce Conseil de paix pourrait, une fois mis en place, être un acteur essentiel dans la transition syrienne pour accompagner les autorités de Damas, qui peinent, comme on peut le voir avec les différentes factions. On l'a vu avec les Druzes, on l'a vu avec les Nusayrites, les chiites Nusayrites, et on le voit aujourd'hui avec les Kurdes. Eh bien, un conseil de paix de cette magnitude, de cette envergure internationale, avec des chefs d'État à ce niveau-là d'importance, pourrait venir accompagner les nouvelles autorités de Damas pour une transition durable qui permet à toutes les composantes de la société syrienne de s'exprimer et qui permet aussi la redécollage économique de ce pays. Donc c'est cette perception-là, puisqu'il n'y a pas une résolution de conflit uniquement axée sur l'aspect institutionnel, mais c'est aussi l'aspect économique, investissement, mobilisation de ressources internationales et aussi accompagnement pour une paix durable. Donc c'est véritablement une approche éclectique à laquelle on souhaite du succès, parce que, avouons-le, aujourd'hui, tel qu'il est, le droit international et les institutions internationales échouent partiellement à trouver des réponses durables aux conflits existants. Merci beaucoup, Hafed Boutaleb, expert en relations internationales, d'avoir été en direct avec nous dans cette édition matinale de Média TV.